il faut rappeler un tout petit peu ce que c'est que la surveillance. C'est un concept qui a été introduit par un technologue américain, Steve Mann, selon lequel, avec les médias actuels, n'importe qui est capable de prendre de l'information. Et donc, celui qui veille n'est plus seulement celui qui est au-dessus, qui a le pouvoir, mais aussi celui qui est soumis au pouvoir. D'où la notion de surveillance par opposition à la surveillance. Et dans le cas de Wikileaks, en tout cas chez les promoteurs initiaux de Wikileaks, entre autres chez Julian Assange, il y a l'idée que toutes les informations qui sont collectives et qui en général appartenaient au pouvoir institué, aux institutions dont ils étaient les maîtres, ces informations, quand on en a connaissance, on peut les donner à tout le monde. Et alors, chez Julian Assange, c'est intéressant parce que ça se double d'autres choses. Il a lui-même une formation d'informaticien et de cryptographe au départ. Et donc, ce qu'il voulait, c'était protéger l'individu contre les assauts, contre la surveillance, et en même temps, essayer de détruire les organisations instituées qui jouaient sur cette collecte d'informations de façon systématique. Donc Wikileaks, c'est une façon de mettre en cause les informations anciennes. Alors, si on veut regarder ça de plus loin, la surveillance, ça a été théorisé, entre autres, par Jeremy Bentham, qui était un philosophe utilitariste anglais, qui a imaginé une institution qui était un peu symbolique de cette architecture de la surveillance. C'était le panopticon. C'est l'idée qu'on voit tout dans tous les sens. Donc, comment ça fonctionnait? On avait une tour centrale avec des gardiens qui surveillaient l'ensemble des prisonniers. Les fenêtres des cellules étaient transparentes. Il insiste bien sur le fait que normalement il y avait le soleil qui passait par derrière, et donc tout ce que faisait le prisonnier dans sa cellule était vu par le gardien. Le gardien regardait, le gardien lui n'était pas vu, il restait opaque. Et ça, c'est tout à fait emblématique des sociétés de l'état de droit telles qu'elles se sont instituées à partir de la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire l'idée d'abord qu'il y a une loi, qu'il faut vérifier que tout le monde obéit à cette loi, et qu'il y a une hiérarchie, une aristocratie d'une certaine façon, qui va bien sûr à chaque étape pouvoir surveiller les autres. Donc ça se généralise à toutes les institutions, la prison, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, mais en même temps l'hôpital, l'école, l'usine, etc. Alors la surveillance, c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire c'est l'idée que l'information va être prise par tout le monde, et donc les pouvoirs institués vont être soumis au regard. Donc on va surveiller les surveillants d'une certaine façon. Et bien sûr, Wikileaks, c'est exactement ce que dit Julian Assange. Il dit l'individu, il va être protégé, on va essayer de respecter sa vie privée, on ne va pas la mettre en cause. En revanche, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre toutes les grandes institutions. Alors d'abord, il a commencé par les États totalitaires, par les États autoritaires, par les dictatures. Et en ce sens-là, d'ailleurs, toutes les associations pour les droits de l'homme comme Amnesty International ont été extrêmement positives. Et puis ensuite, bien sûr, il a continué avec les démocraties en disant il y a dans les démocraties un résidu d'opacité, et donc on va essayer de le mettre à jour avec les techniques que permet aujourd'hui Internet, c'est-à-dire cette diffusion dans tous les sens. Oui, Julian Assange part d'une hypothèse qui est intéressante, mais qui est discutable. Alors l'hypothèse, c'est qu'il y a une asymétrie de l'information. C'est-à-dire que d'un côté, on a des individus qui sont soumis au regard de ceux qui nous surveillent, qui ont le pouvoir, et d'un autre côté, on va avoir ces institutions donc, qui utilisent cette information pour maintenir leur emprise sur les individus. Or, aujourd'hui, il semblerait qu'il n'en aille plus tout à fait de la même façon. D'abord parce que l'information ne donne plus autant de pouvoir. D'une certaine façon, on pourrait dire que ce qui change, c'est que pour arriver au pouvoir, il ne faut pas seulement avoir de l'information, il faut être vu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement regarder, il faut être vu. Et le pouvoir, c'est le pouvoir d'attirer l'attention. Parce que, bien sûr, tout le monde est noyé dans un flux d'informations, et donc il faut essayer de faire saillir un certain nombre de choses. Et éventuellement, quand il y a des informations qui nous déplaisent, il faut essayer de la noyer dans un flux d'informations. Donc, effectivement, c'est la nouvelle donne. Alors, bien sûr, dans la vue d'Assange, donc il y a l'individu et il y a le pouvoir. Et il dit on va redonner du pouvoir aux individus
à la fois en leur permettant de se cacher du pouvoir central, et puis en même temps en détruisant ce pouvoir qui est acquis avec de l'information. Et je crois que c'est une vue de la société qui ne correspond pas à la réalité actuelle. On voit bien aujourd'hui qu'il y a de multitudes de pouvoirs. C'est-à-dire que si, dans l'idée qu'on se faisait au XVIIIe siècle, enfin à la fin du XVIIIe, surtout au XIXe siècle, et puis dans le XXe siècle avec le totalitarisme, il y avait cette idée qu'une société prenait en compte tous les aspects de la vie individuelle. On voit bien qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce genre de société, et que sur les différentes questions, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, et les politiques nous le disent en permanence, et donc de ce point de vue-là, il faut écouter ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils n'arrivent plus à gouverner, donc bien sûr, ils vont faire intervenir les différents acteurs. Bien sûr, ils ont des atouts dans leur manche, mais leur jeu, c'est par rapport aux différents acteurs. Qu'on prenne, je veux dire, des questions techniques, comme la politique de santé par exemple, il va plus simplement y avoir le gouvernement qui va décider d'une politique, et puis les patients, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'aujourd'hui, il y a le gouvernement, mais il y a les médecins, puis parmi les médecins, il y a les scientifiques, et puis il y a les médecins praticiens, et puis il va y avoir les patients qui vont se constituer en association de patients, et donc qui sont plus seulement passifs, hein, et puis il va y avoir les firmes pharmaceutiques qui vont intervenir là-dedans. Et si on regarde toutes les questions politiques, on se rend compte que partout, il y a une multitude d'acteurs qui interviennent. Dans l'agronomie, par exemple, on voit bien qu'on n'a plus simplement l'État qui décide qu'on va produire tant de quintaux de blé, hein, mais vous allez avoir les agriculteurs, vous allez avoir les associations de consommateurs, vous allez avoir les sociétés agroalimentaires, vous allez avoir les États effectivement qui vont jouer, vous allez avoir les écologistes qui vont peut-être aussi avoir une certaine importance. Et donc c'est je crois, ce qui fait qu'on a une société qui est de plus en plus... Enfin, qui est différente en tout cas, et qui ne répond pas tout à fait à ce schéma. Et Julian Assange lui-même est tout à fait révélateur de cela, parce qu'il constitue en tant que tel une force politique indéniable. Hein, c'est-à-dire qu'il a réussi à avoir une audience considérable, et donc il se constitue en force politique aujourd'hui. Hein, et donc il prouve par là même que le schéma qu'il a indiqué est pas tout à fait satisfaisant. Ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé sur Time. Hein. L'homme de l'année, c'est Mark Zuckerberg, donc l'homme qui a fait Facebook, avec toutes les questions qu'on peut se poser sur Facebook. Et celui qui a le plus de votes d'électeurs, c'était Julian Assange. Et donc, de ce point de vue-là, et on voit, il a fait trembler tous les plus grands du monde. Hein. Alors, bon, bien sûr, il a été tellement loin qu'il a été très critiqué, mais il y a quelques années, jusqu'à ce qu'il menace de diffuser les secrets diplomatiques, il s'attaquait aux dictatures, il s'attaquait à des régimes autoritaires contre lesquels les États-Unis luttaient, et à ce moment-là, il était quelqu'un de tout à fait recevable, hein, d'une certaine façon. Tout à fait. Je crois qu'il y avait une logique paternaliste, une logique de protection, une logique de bienveillance. Et je crois que ce qui est intéressant avec, et ça ne peut se dire qu'en français, donc le néologisme surveillance a été créé par un Américain. Il oppose la surveillance à la surveillance, c'est-à-dire que celui qui veille est au-dessous, tandis que dans la surveillance, celui qui veille est au-dessus. Mais on peut dire, il y a aussi deux autres termes symétriques qui sont bienveillance et malveillance. Et nous étions dans une société de bienveillance, c'est-à-dire le regard du surveillant était supposé être un regard de bienveillance, même si ensuite on se rendait compte que dans les dérives, dans les dégénérescences des régimes qui se sont institués, on pouvait avoir la malveillance. Hein. C'est ce qu'on voit avec Orwell, par exemple, en 1984. Hein, c'est un panopticon à l'envers, hein, qui ne prend plus en compte l'intérêt de l'individu, mais qui va au contraire prendre l'intérêt de ce grand frère, hein, qui surveille tout le monde. Aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment dans des sociétés différentes où justement c'est pas la bienveillance en tout cas qui est un bon argument. D'une certaine autre façon, on dirait que c'est plutôt la malveillance, c'est-à-dire que c'est le fait que tout régime politique, pour être dans une vraie démocratie, doit pouvoir faire l'objet de critiques. Hein, et donc la malveillance à l'égard du pouvoir central serait une espèce de gage de démocratie d'une certaine façon. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, je crois qu'on a une logique qui est très très différente de celle
celle qui a présidé à l'institution de l'état de droit, hein, avec ces structurations, hein, qui pouvaient exister. Moi, je pense que ça vient, disons, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, enfin avec les mouvements comme 1968. Enfin, on sait quand même que c'est dans les universités américaines que sont nées l'utilisation des réseaux comme Internet, avec un certain nombre d'idéaux. Et je crois, ce qui est très important, c'est l'idée que la hiérarchie sociale en elle-même doit être critiquée avec la notion d'interactivité. C'est-à-dire que les rôles sociaux, qui étaient des rôles dissymétriques, hein, on a parlé de la maladie, il y avait le médecin et le patient, hein, c'est-à-dire celui qui soigne, celui qui est soigné. Et puis vous aviez dans tous les étages de la société cette dissymétrie, hein, vous aviez le maître et l'élève. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, vous aviez le gouvernant et les gouvernés. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance, et ça a été d'ailleurs dit ce soir, on a tendance à vouloir instituer une espèce de symétrie des rapports. L'interactivité, c'est quoi? C'est exactement ça. Hein. Normalement, en physique, hein, vous avez une action, et vous avez une réaction. À l'interactivité, c'est que la réaction est en lien direct avec l'action. Hein. Il y a un équilibre entre les deux qui se forme, effectivement. Donc on va plus avoir simplement un médecin et un patient, mais on va avoir un soignant et un soigné. Éventuellement, le soigné va pouvoir accéder à la connaissance et discuter avec le soignant de son traitement. Et ça, je crois que ça se généralise à tous les échelons de l'édifice social. Et je crois que ce qui est en train de se jouer là, c'est effectivement révélateur de ces transformations, hein, et de cette difficulté qu'on a à supporter, hein, les hiérarchies anciennes. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose de tout à fait profond. La technologie le permet, hein, mais cette technologie, elle aurait pu se développer dans des sens complètement différents, hein, et être uniquement une technologie au service d'une organisation sociale très très bien huilée, tandis que là, c'est pas du tout ce qui s'est mis en place. Et rien ne dit d'ailleurs qu'un jour, il n'en ira pas autrement. Moi, ce que je crois, c'est d'abord que sur les aspects politiques, les formes de pouvoir ont évolué. Hein, la démocratie, c'est une forme politique, mais en réalité, c'est une forme politique compliquée parce qu'elle a varié dans le temps. Entre la démocratie grecque et puis la démocratie représentative, il y a énormément de différences. Et je crois qu'aujourd'hui, justement, les démocraties sont en train de changer. C'est-à-dire que la notion de représentation politique n'est plus du tout la même. De même, la notion d'État n'est plus du tout la même que ce qu'elle était auparavant. Le lien entre l'État et le territoire n'est plus le même que ce qu'il était auparavant, parce qu'on peut vivre dans un pays tout en restant attaché à sa culture d'origine pendant des siècles. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que ce qui va être en train de se passer sont des reconfigurations de l'espace politique qui seront majeures, avec un risque, c'est que les anciens réseaux de solidarité qui étaient liés à la proximité, qui faisait que la communauté, c'était vivre en commun, ensemble, sur le même lieu, avec des jeunes, des vieux, des malades, des bien portants, etc. Et puis tout un tas de réseaux de redistribution, hein, qui se faisaient par les impôts, mais ça, auparavant c'était un peu différent, et ça a changé. Et aujourd'hui, on peut craindre que ces logiques de proximité tendent à se dissoudre, et que la communauté aujourd'hui sur Internet, c'est la communauté de gens qui ont les mêmes types d'intérêts. Et donc de ce point de vue-là, il y a effectivement un risque. D'un autre côté, il se peut aussi que ça se développe de façon assez positive, en sens où l'individu soit beaucoup plus autonome, hein, et moins soumis à un pouvoir.